Salut, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes samedi 11 janvier et je me lance aujourd'hui dans un petit vlog lecture. Je vous explique tout de suite. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes dans la période des meilleures lectures. C'est-à-dire qu'absolument tout le monde a sorti ses meilleures lectures. C'est une vidéo que j'adore regarder sur YouTube. Et à la fin de l'année, en décembre, je vous ai demandé sur Instagram, voilà, comme d'habitude, si vous voulez répondre à ce genre de petites questions et qu'on discute autour de la littérature autrement, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Mais donc je vous avais demandé tout simplement sur Instagram quelle était votre meilleure lecture de l'année, sans arrière-pensée ni rien. Et puis je me suis dit, les jours passant, que ce serait une bonne idée de lire vos meilleures lectures, tout simplement. Donc normalement, ça devrait être de très bonnes lectures. Je vous cache pas que je me sens un petit peu comme un génie, là, d'avoir eu cette idée très simple. Donc j'ai sélectionné 4 livres que je vais lire dans cette vidéo. Vous allez un petit peu m'accompagner, ce sera une vidéo un petit peu plus détente, même si c'est pas un vlog très étendu, très personnel. On va rester autour de la lecture. Mais pour l'honneur, je change le cadre. On a eu des nouvelles étagères là. Je suis trop contente. Parce qu'avant on avait les deux ici. En fait je me rends bien compte que dans le décor habituel de mes vidéos on voit pas du tout les étagères. Donc je ne sais pas, peut-être que vous préférez ce décor, dites-le moi, je sais pas si ça a une grande importance, mais voilà. Sur les 4 livres, en fait il y en a un que j'ai pas trouvé pour l'instant. Les 3 autres j'ai pu les emprunter en bibliothèque, enfin je les ai pu les réserver et je suis allée en chercher un cette semaine à la bibliothèque. Que dire d'autre? Et évidemment j'ai eu beaucoup plus que 4 réponses. J'ai sélectionné des livres que j'ai bien envie de lire, enfin qui m'appelaient quoi sur le moment où je me suis dit ah oui ça serait intéressant de les lire. Puis peut-être que j'en lirai d'autres dans une autre vidéo, qui sait, ou pas en vidéo, et je vous en parlerai dans un point lecture, voilà, de manière un peu plus classique. Mais donc on commence sans plus tarder puisque je suis allée chercher cette semaine et j'ai commencé hier. À l'Ouest, rien de nouveau de Éric Maria, j'ai pas du tout regardé son nom, de Éric Maria Remarque, qui est un récit sur la Première Guerre mondiale, qui est un récit autobiographique, il me semble, sur l'expérience de l'auteur pendant la Première Guerre mondiale, donc du côté allemand, puisque c'est un auteur allemand. Il est très jeune quand il est envoyé là-bas, il a 19 ans. J'ai lu qu'une dizaine de pages pour l'instant, mais c'est déjà très prenant et très émouvant. C'est donc un récit sur la guerre, mais qui a la particularité déjà d'être un témoignage et de prendre le point de vue de soldats très jeunes. Et c'est ça qui pour l'instant me marque énormément dans cette lecture. J'ai lu que 10 pages, mais oui, je dis que ça me marque. C'est la jeunesse en fait des soldats et la rupture avec les adultes en fait. Enfin, parce que c'est encore des enfants, enfin à 19 ans on n'est pas outillé pour faire la guerre, on l'est jamais, mais c'est très brusque et très violent et il montre comment la bonne société, parce que les classes bourgeoises voyaient la guerre comme quelque chose de remarquable, enfin de grand, qui au début c'était pas du tout perçu comme un fléau, comme quelque chose de mauvais, comme une catastrophe. Il fallait s'illustrer dans la guerre et donc tous les jeunes qui ne partaient pas faire la guerre étaient des lâches. Et je vais peut-être vous lire un extrait qui montre cette rupture générationnelle en fait liée à l'engagement. Par exemple, ils écrivaient, ils parlaient encore, et nous voyions des ambulances et des mourants. Tandis que servir l'État était pour eux la valeur suprême, nous savions déjà que la peur de la mort est plus forte. Malgré cela, nous ne devînmes ni émeutiers, ni déserteurs, ni lâches. Tous ces mots-là leur venaient si vite à la bouche. Nous aimions notre patrie tout autant qu'eux, et lors de chaque attaque, nous allions courageusement de l'avant. Mais déjà nous avions appris à faire des distinctions. Nous avions tout d'un coup commencé de voir et nous voyions que de leur univers rien ne restait debout. Nous nous trouvâmes soudain épouvantablement seuls. Et c'est tout seul qu'il nous fallait nous tirer d'affaire. Voilà, c'est pour l'instant j'apprécie, c'est toujours difficile de dire ça sur des textes comme ça qui sont très difficiles, mais j'apprécie beaucoup ma lecture. J'ai lu que 10 pages, je reviendrai très vite vous faire un petit point sur cette lecture. Je viens de finir, d'ailleurs si ça vous intéresse, le journal d'une femme de chambre de Mirbeau, qui fait 2 fois la taille de cet ouvrage quoi, mais que j'ai vraiment dévoré, donc je suis pendant un super bon rythme de lecture. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi dès que j'ai lu, j'ai été très enthousiasmée par un texte, que je l'ai lu avec avidité, tout ça, je suis dans de bonnes conditions pour lire d'autres textes, donc voilà.
Je ne vous retiens pas plus longtemps, on se voit très vite pour un petit point et puis vous découvrirez au fur et à mesure de la vidéo quels sont les autres livres que je vais lire. Hello les amis, j'ai plein de choses à vous dire. On est samedi 18 janvier, donc on est une semaine après le premier plan que vous avez vu dans cette vidéo. Et cette semaine, j'ai pu finir À l'Ouest, rien de nouveau. Ça m'a détruite, ça m'a bouleversée. Je vous ai pas repris plus tôt parce que j'ai pas eu l'occasion et que le soir, la lumière est absolument affreuse, donc voilà, c'était compliqué. Et là, je suis malade. Donc je cherche un peu mes mots, j'espère que ça va aller, mais j'ai vraiment envie de vous faire un petit point tant que c'est encore frais dans ma tête parce que je l'ai fini jeudi soir. Donc pour rappel, c'est un roman sur la Première Guerre mondiale, sur l'expérience d'un jeune soldat pendant la Première Guerre mondiale. Je vous ai dit que c'était autobiographique, alors c'est pas purement autobiographique. L'auteur a participé à la Première Guerre mondiale, il a fait la Première Guerre mondiale alors qu'il était encore très jeune, donc comme le protagoniste du récit, Paul. Mais c'est une autobiographie romancée, c'est-à-dire que c'est inspiré de sa vie, mais ce n'est pas autobiographique. Comment dire simplement, et en peu de mots, ce que j'ai ressenti à cette lecture? Donc c'est un texte qui est quand même relativement court, il fait à peu près 250 pages, et c'est un texte qui est très intense. Au début, on va dire les 50 premières pages, on n'est pas encore vraiment au front, dans l'action de la bataille en fait, enfin des offensives, des attaques et des contre-attaques. Donc c'est un petit peu plus lent, on a le temps de se plonger dans l'univers des soldats, enfin dans ce qu'ils vivent, leur quotidien, parce qu'au tout début, ils sont relevés du front. Donc on entre dans le récit quand ils reviennent à l'arrière pour se reposer, parce qu'en fait les soldats, les troupes tournent. Donc ils ne sont pas sur le front au début et en fait il y a une temporalité qui est un petit peu floue dans le récit, je vais y revenir. Mais donc à ce moment-là, on est à l'arrière du front et Paul va commencer à raconter un petit peu comment ils en sont venus à être engagés dans l'armée, comment ils en sont venus à s'enrôler dans l'armée si jeunes. Donc il revient un petit peu sur le lycée, donc l'époque du lycée et sur l'histoire de ce fameux professeur qui les a quasiment forcés en fait à s'engager pour aller faire la guerre. Et en même temps il va nous raconter la petite période entre le lycée et ce moment où ils sont au front qui est une période de formation. Donc ils sont dans des baraquements et il y a notamment une histoire avec un sergent-major détestable. Très tôt aussi on a un des camarades de Paul qui meurt. Donc à ce moment-là la chronologie je trouve est pas forcément évidente à suivre et en fait c'est que dans ce récit il y a un usage du temps du présent qui est très important, qui permet de rendre la vivacité des scènes de combat notamment, mais qui brouille en fait par là même aussi la temporalité et ça permet de montrer à quel point de toute manière tous les jours se ressemblent pour ces soldats. C'est donc un récit qui est très dur à lire parce que voilà, c'est l'expérience de la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de morts, on voit l'atrocité, l'absurdité aussi de cette guerre, d'envoyer des hommes en fait juste se faire détruire. On n'en comprend vraiment pas du tout le sens quoi. De toute manière c'est un texte qui prône le pacifisme et l'auteur a été déchu de sa nationalité allemande par les nazis dans les années 30, c'est un livre qui est paru en 1927 ou en 1928. Il a donc perdu sa nationalité allemande, il est parti vivre en Suisse, il s'est exilé parce que son texte prônait un pacifisme qui dérangeait évidemment les nazis, et lui-même évidemment était pacifiste. Donc évidemment qu'on a un regard critique sur la Première Guerre mondiale. C'est un texte qui arrive à faire ressentir les sensations, les émotions, ou l'absence en fait d'émotions, la difficulté de ressentir quelque chose d'ailleurs, des soldats
pendant les combats, mais aussi pendant les petites pauses, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, c'est un témoignage sur la Première Guerre mondiale qui est déchirant, qui est extrêmement bien écrit, vraiment extrêmement bien écrit. Il y a quelque chose de très poétique et en même temps quelque chose de très pragmatique. Voilà, enfin, on y est quoi. Quand on commence à lire une scène où il y a une attaque, on peut pas en fait arrêter de lire jusqu'à ce au moins qu'on sache qu'il va bien, qu'ils vont réussir à se mettre en sécurité. Et évidemment, tout le monde ne s'en sort pas et c'est vraiment très prenant. Enfin, on a l'impression de le vivre. Moi, j'ai l'impression de l'avoir vécu. Enfin, je dis pas que c'est rare qu'un texte me fasse ressentir ça, mais c'est pas non plus tous les textes qui le font. Et c'est quelque chose à souligner. Ensuite, je voudrais dire que au-delà donc de l'aspect témoignage et de l'importance du récit, de sa force par rapport à ce qu'il raconte, c'est qu'aussi narrativement, c'est un texte qui est très bien construit, qui est très bien écrit. Il arrive à nous montrer un petit peu tous les passages obligés de la vie du soldat et tous les aspects de la guerre en fait, en tant qu'elle est vécue par les soldats et aussi à l'arrière. C'est-à-dire, on a des souvenirs du lycée, du moment où ils sont engagés, du rapport entre donc, les générations dont je vous avais déjà parlé dans le plan précédent. Il y a la période de formation avec voilà, les baraquements, l'armée en fait, et comment fonctionne l'armée qui n'est pas au front. Et il y a une différence en fait entre cet espace-là et l'espace du front. Il y a les moments de pause, il y a le front, les attaques, le fait de resécuriser les tranchées. C'est très lourd, hein, mais il y a aussi donc un moment où Paul a une permission, donc il rentre voir sa famille, et là aussi on voit que il est très difficile de trouver à manger. Voilà, on voit aussi les conditions d'existence à l'arrière du front, mais ce qui nous montre surtout c'est le décalage, hein, c'est le fait, c'est à quel point les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'il vit, ce que ces jeunes garçons vivent particulièrement, enfin je veux dire, tous les soldats, mais on a vraiment cette insistance sur l'expérience des jeunes hommes en fait. Il y a aussi l'hôpital, parce qu'à un moment il est blessé, donc l'hôpital, les médecins un peu fous qui veulent faire des expériences, enfin voilà. C'est-à-dire que c'est pas du tout répétitif, parce qu'on a toutes ces expériences différentes, et pour autant, ça réussit à nous faire comprendre la répétition et la monotonie de la vie qui est vécue par ce jeune homme et par les soldats pendant 4 années. Donc je trouve que c'est vraiment un grand tour de force et que la valeur de ce texte ne réside pas uniquement dans l'aspect témoignage et dans ce qu'il raconte, qui m'a bouleversée encore une fois, hein, que je trouve très important et qui fait la force du récit, mais aussi il a des qualités littéraires et des qualités au niveau de la construction du récit. Je comprends pourquoi ce texte est si connu et reconnu, je comprends pourquoi on le lit, pourquoi on l'étudie, je sais que je vais m'en souvenir, honnêtement. C'est une lecture vraiment très marquante. Là, ça me refait quelque chose parce que... honnêtement, la fin, oui, évidemment, j'ai pleuré beaucoup. C'est la fin, enfin, mais c'est atroce, en fait. On est à un niveau d'horreur qui grimpe un petit peu tout au long du récit, mais la fin, mais c'est juste horrible, c'est horrible. Et quand je dis la fin, c'est les derniers épisodes, hein. Mais le dernier épisode, la dernière page, est dans une tranquillité, dans une sérénité qui détonne, en fait, qui détonne vraiment. Et, enfin, tout de même, c'est ce que veut dire à l'ouest rien de nouveau, puisque, voilà, c'est qu'on dit ce jour-là qu'à l'ouest il n'y a rien de nouveau et qu'on est dans cette monotonie et cette lassitude. Enfin bon, bref, il y a cette tension de toute manière entre quelque chose de très fort, très vivace et cette monotonie qui est très bien retranscrite dans le récit. En fait, j'ai envie d'en parler à tout le monde. J'y pensais tout le temps les jours où je l'ai lu et j'ai envie d'en parler à tout le monde, quoi, de ce livre. En tout cas, je remercie la personne qui a mentionné que c'était sa meilleure lecture parce que c'est indéniablement une lecture très 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 marquante qui m'a bouleversée et à laquelle je pense beaucoup là ces derniers jours. Voilà. Je crois que j'ai pas dit un tiers des trucs auxquels j'ai pensé pendant cette lecture, mais je vous recommande vraiment à l'ouest rien de nouveau. Et hier soir, je suis allée au théâtre, je suis allée voir L'extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt au théâtre du Palais Royal. C'était mon cadeau de Noël. Bon, j'étais un peu dégoûtée d'être malade, mais c'était vraiment une très 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 belle pièce. L'actrice qui joue Sarah Bernhardt est absolument incroyable, donc en fait, je crois qu'ils ont raccourci les dates et que ce sera fini au moment où je posterai cette vidéo, mais c'est une très très belle pièce, une comédie musicale sur Sarah Bernhardt qui est donc une comédienne du 19e siècle, je sais pas si vous la connaissez. Et à cette occasion, comme je suis arrivée en avance, j'ai pu commencer Le Cœur cousu de Carole Martinez, que je suis allée chercher à la bibliothèque hier soir.
Je l'ai commencé et alors je crois que encore une fois ça va être incroyable. Ça m'a l'air d'être une très très belle recommandation. C'est Camille de la chaîne La Cicatrice Littéraire qui a mentionné que c'était sa meilleure lecture de l'année 2024. Le titre et ce qu'elle en avait dit m'avait beaucoup parlé. Je ne peux pas trop vous en dire pour l'instant, mais c'est admirablement écrit. Enfin, c'est un style qui me touche énormément. Et enfin, je veux dire, le style et aussi ce qu'il dit, enfin, la manière d'appréhender les sentiments et les relations humaines, qui est absolument génial. Donc voilà, la deuxième lecture de ce petit vlog, c'est Le cœur cousu de Carole Martinez. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et j'ai trop hâte de me plonger dans ce livre un petit peu plus, mais j'ai quand même lu une 30aine de pages et ça a suffi pour me séduire, donc voilà. Je vous en dirai plus très vite. Voilà, que dire d'autre? Ce matin, malgré le fait que je sois pas très en forme, j'ai quand même réussi à finir le montage d'une vidéo que vous aurez vue au moment où je posterai celle-ci. C'est ma vidéo sur mes études de philosophie, donc je suis trop contente, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et j'ai aussi pris le temps de répondre à tous vos petits commentaires qui me font toujours trop plaisir. C'est vrai que cette semaine, j'étais... une semaine très intense, donc j'ai pas du tout eu le temps de vous répondre, mais voilà, ça me fait toujours trop plaisir d'échanger avec vous. Là, je pense que je vais continuer ma lecture et puis on se revoit très vite. Je viens de filmer une vidéo, 1h10 de rush. Je suis dépitée. Bon, en fait, je suis hyper contente parce que la vidéo est... Enfin, le format est trop chouette, le concept est trop bien. Enfin, c'est pas un concept qui vient de moi, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo. Pour autant, je ne pensais pas mettre plus d'1 heure à tourner. Donc voilà. C'est bien, surtout que j'ai dormi genre 13 h cette nuit, donc tout va bien. Le samedi est passé très vite, oui, parce que nous sommes samedi d'après. Comme d'habitude, j'ai pas du tout le temps. J'ai essayé de faire un plan complètement inutilisable pendant la semaine. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Mais en fait, j'ai presque fini Le cœur cousu. C'est ça que je voulais vous dire de base. J'ai presque fini Le cœur cousu. C'est parti dans une direction que je n'attendais pas du tout. Honnêtement, j'avais pas regardé comment le livre était construit. Et quand j'ai vu qu'on arrivait au deuxième livre, donc à la deuxième partie, je me suis dit ah oui, d'accord. Ça a pris une direction complètement inattendue que j'ai beaucoup appréciée. Il y a une dimension politique en fait qui entre en jeu. J'arrive un petit peu plus à situer à quelle période ça se passe parce que c'est pas du tout dit, mais on a quelques indices grâce notamment à la mention de Pasteur, tout ça. C'est très violent du coup cette deuxième partie. Il y a déjà des choses un peu violentes qui se passent dans la première partie, enfin qui sont dures et difficiles à digérer. Mais la deuxième partie, donc il y a pas mal de choses très dures et il y a notamment un truc qui m'a vraiment traumatisée et pour le coup j'ai vraiment dû poser le livre et j'étais pas bien du tout le soir où j'ai lu ça. Donc voilà, c'est peut-être un truc à savoir. Là j'en suis à la troisième partie maintenant, comme vous l'aurez peut-être vu. Et j'avance et c'est très bien, mais enfin, franchement ça me brise le cœur par contre la relation entre la narratrice et sa maman, enfin la relation inexistante qu'il y a. Je vous en parle plus en détail dans un plan un peu plus développé, un petit peu plus posé et quand j'aurais pas déjà passé 1 heure à filmer une vidéo, là je suis éclatée, mais je vais continuer un petit peu ma lecture tranquillement, me reposer, voilà. Nous sommes mardi matin et je viens vous faire un petit point sur Le cœur cousu de Carole Martinez que j'ai fini samedi. J'ai bien fini ce roman samedi après vous avoir fait un petit point et je sais plus quoi en penser. C'est le premier roman de l'autrice Carole Martinez qui est paru en 2007 et il a une structure assez intéressante à laquelle j'avais pas fait attention. Le chat vient de vomir. L'incident est sous contrôle, c'est bon. Donc je disais que ce livre a une
structure intéressante à laquelle j'avais pas fait attention au début, mais donc il y a un prologue, ensuite il y a 3 livres et un épilogue. Et donc on comprend avec le prologue que c'est Soledad, la fille de Frasquita Carrasco, qui va raconter la vie de sa mère et la vie de ses frères et sœurs jusqu'à sa naissance, puis après sa naissance, sa vie avec ses frères et sœurs sans sa mère. C'est un livre qui est empreint de réalisme magique, ça c'est très important et très intéressant. La mère de Soledad est née dans le sud de l'Espagne et elle va faire une grande traversée puisqu'elle va quitter son village du sud de l'Espagne avec ses enfants, descendre, traverser la mer et arriver au Maghreb, où donc la vie va reprendre pour elle et ses enfants puisqu'elle va finalement s'arrêter pour donner naissance à Soledad, qui est sa fille, qui est sa 6e enfant, il me semble. Donc le premier livre raconte vraiment l'histoire de Frasquita, la mère de Soledad, dans son village espagnol, de ses premières règles à peu près, parce que c'est à ce moment-là, au moment des premières règles, que les jeunes filles de cette famille sont initiées. Elles sont initiées lors de la semaine sainte, elles apprennent des prières dans la nuit, et on leur remet une boîte qu'elles ne doivent ouvrir que 9 mois plus tard, et cette boîte contient leurs dons. Le don de Frasquita, c'est la couture. Donc on la suit de ses premières règles à son départ avec ses enfants. Elle quitte son mari, qui l'a parié elle-même dans un combat de coq. Et honnêtement, je trouve que ce premier livre en lui-même aurait pu suffire. Bon, c'est la partie que j'ai préférée, je pense. J'ai adoré cette première partie. C'est d'une force incroyable, ce récit, et je trouve qu'il est vraiment très très puissant. Depuis les premières lignes du prologue, qui sont « Mon nom est Soledad. Je suis née dans ce pays où les corps sèchent, avec des bras morts incapables d'enlacer et de grandes mains inutiles. Ma mère a avalé tant de sable avant de trouver un mur derrière lequel accoucher qu'il m'est passé dans le sang. Ma peau masque un long sablier impuissant à se tarir. Nue sous le soleil, peut-être verrait-on par transparence l'écoulement sableux qui me traverse. La traversée. Il faudra bien que tout ce sable retourne un jour au désert. » Donc on a cette première partie avec la vie de Frasquita, la naissance de ses enfants, sa relation avec son mari qui devient fou à plusieurs reprises, qui a une relation très particulière avec un coq et avec le poulailler de manière générale, qui finit par jouer sa femme dans un pari et la perdre. On a la deuxième partie qui est vraiment la traversée, donc ce chemin que fait Frasquita avec ses enfants. C'est une partie, comme je vous l'ai un petit peu dit samedi, qui m'a un peu déroutée, qui entre dans un autre registre, je trouve, parce qu'il y a déjà les événements politiques historiques qui entrent en jeu. La violence qui pouvait déjà être présente dans la première partie, mais qui est plus une violence psychologique, se fait vraiment physique et sanglante. Il y a un épisode vraiment traumatisant, à mon sens, dans cette deuxième partie. Mais c'est une partie qui est très 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 intéressante, enfin que j'ai aussi beaucoup appréciée. Et dans la troisième partie, donc on arrive dans un village au Maghreb où la famille va s'installer. D'abord contre l'envie de Frasquita, mais en fait ces enfants ils n'en peuvent plus de marcher jour et nuit. Elle leur impose quelque chose de très violent pour eux, et ce comportement fait suite à ce qui s'est passé aussi dans la deuxième partie. On va suivre leur vie à cet endroit, à cette période, les enfants qui grandissent, les jeunes filles sont progressivement initiées à leur tour, et Frasquita va venir à mourir. Frasquita donc qui s'est fait une grande renommée de couturière, qui fait les plus belles robes de mariée de la région et qui se fait une fortune comme ça. En fait, elle est très 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 réputée. Même si ces robes vont ensuite avoir la réputation d'être ensorcelées. Et la fin de la troisième partie est extrêmement violente, c'est vraiment coup sur coup, et ça m'a un peu refroidi parce que en fait c'est une lignée de personnes damnées et la narratrice Soledad écrit pour exorciser en fait ces fantômes-là. Soledad qui n'a pas été aimée par sa mère et qui en garde un profond traumatisme. Et ça, honnêtement, ça m'a brisé le cœur. Enfin, la relation avec les parents, que ce soit Soledad avec sa mère ou Pedro, donc le seul fils de Frasquita, avec son père, c'est vraiment très 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 douloureux aussi. Mais c'est très beau. Mais c'est très 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 triste, ce manque de reconnaissance de la part des parents, ce manque d'amour. Et à ce titre, le dernier paragraphe du livre est très fort et très beau parce qu'on revient sur ce manque d'amour. J'ai beaucoup apprécié ce texte qui m'a vraiment malmenée. Et en fait je trouve, enfin comme je le disais, je trouve que le premier livre aurait pu être une histoire en soi. Ensuite bon, il se trouve que ça évolue. Et je sais pas, je suis un petit peu moins attachée à ce qui s'est passé dans la troisième partie. J'ai l'impression qu'on va dans quelque chose d'un peu différent quand même. Enfin,
Ça reste évidemment très proche, hein, c'est la suite de l'histoire, mais j'ai l'impression qu'il y a un propos qui est pas exactement le même, un style, une sensibilité aussi qui se transforme. Il y a tellement de choses à dire sur ce livre, j'ai limite pensé à en faire une vidéo dédiée. Mais déjà sur le réalisme magique, je crois que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le réalisme magique. Et je pense que Carole Martinez maîtrise très très bien l'art du réalisme magique parce que, à mon sens, la magie qui est incorporée donc, dans ce réalisme, ces éléments magiques sont très subtils et ils sont presque naturels. Et je trouve qu'en fait, le réalisme magique, ce que j'aime dedans, c'est la poésie que ça dégage parce que le magique a un lien avec le métaphorique. Pour le dire de façon moins pédante, on peut ou non croire que ce sont des éléments magiques, ou alors ça peut juste être de la poésie, due à la littérature, quoi. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a cette ambivalence et qu'on peut ou non y croire, et que ça rend quelque chose d'extrêmement poétique, et que c'est même l'incarnation de la poésie, parce que ça passe essentiellement par l'image. C'est quelque chose d'imagé. Et je crois que c'est ça qui me touche profondément dans le réalisme magique, c'est ce rapport, cette incarnation même de la poésie par cette description imagée et très sensorielle. Je crois que je filmerai plus le matin parce qu'il y a tellement de bruit dans la rue. Bon, faisons abstraction. Voilà pour le réalisme, pour l'aspect réalisme magique que j'ai beaucoup apprécié, que je trouve qui est extrêmement bien maîtrisé dans ce texte. Ensuite, c'est un texte qui me touche sur ce qu'il raconte, je vous en ai déjà un peu dit, mais sur le style qui est lié à la manière dont on approche l'existence et les relations humaines et les sentiments. Donc ça, c'est très subtil, encore une fois. J'ai beaucoup aimé cette approche-là, tout en suggestivité, mais qui peut être parfois très brutale aussi. J'ai un peu du mal à mettre des mots sur ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre et ce que j'aime dans ce genre de livre qui se passe dans des endroits très arides et qui a cette espèce de transmission générationnelle et qui joue avec les codes du réalisme et de la magie, comme c'est le cas dans Pedro Páramo. Donc là, il se trouve qu'on est au sein d'une lignée de femmes, c'est surtout là-dessus qui est mis l'accent, et il y a cette transmission entre les générations, transmission maudite parce que ça en fait une lignée d'années selon Soledad. Il y a aussi cette association du magique aux femmes et cette transmission magique qui serait le propre des femmes et peut-être leur force. C'est aussi l'idée que le conte, la transmission orale est féminine, là où l'écriture, le récit écrit et masculin, je pense, parce que les femmes ont été exclues de ce récit fort et écrit masculin pour prendre d'autres pratiques comme le conte, parce qu'elle écrit à la fin de ce passage « Ce qui n'a jamais été écrit est féminin ». Donc cette transmission orale est le propre des femmes, dû à des circonstances, j'imagine que c'est pas une pure essentialisation des femmes. Il y a une des filles de Frasquita qui s'appelle Anita qui est muette pendant très longtemps et son don, donc quand elle a 12-13 ans, elle se met à parler et elle conte, c'est une conteuse. Et il y a un lien très fort entre la couture de Frasquita, d'ailleurs dans cette couture on a on a tout, on a le fait de tisser, de broder. J'ai appris des termes, hein, clairement, rouillir ou des choses comme ça, mais c'est très intéressant sur l'art de coudre, quoi, qui c'est aussi, encore une fois, très poétique, parce qu'on a un lien entre la couture, le fait de compter et l'écriture. Tout ça, ça devient un petit peu la même chose, même si là, le fait de compter et d'écrire sont distincts. Et en fait, il me semble, d'après ce que j'interprète de la fin, qui me reste quand même un petit peu mystérieuse et obscure, le don de Soledad, c'est l'écriture et c'est d'avoir écrit et exorcisé ces événements-là. Ça veut dire qu'il y a cet art de tisser millénaire qui se transmet entre les femmes et qui prend différentes formes, que ce soit la couture, le conte ou l'écriture. Voilà, il s'agit de tisser, de broder avec des mots sur une page ou dans le cœur des gens directement, c'est un petit peu ça l'image. Voilà, c'est des destinées de femmes qui sont très fortes, très poignantes, intéressantes à suivre. C'est magnifiquement écrit. J'ai l'impression que je m'exprime pas très bien, mais je saurais pas le faire mieux, j'ai l'impression là. Donc, en tout cas, c'est un très beau livre. C'était vraiment un énorme coup de cœur qui s'est pas démenti jusqu'à la fin de la première partie. Et j'ai besoin d'un peu plus de temps, je pense, pour digérer ce qui s'est passé ensuite, qui est essentiellement très violent. Mais je crois que ça va rester un vrai coup de cœur.
Et je suis vraiment contente parce que cette vidéo est donc vraiment une bonne idée, dans la mesure où les 2 livres que j'ai lus là déjà m'ont beaucoup touchée et je suis très contente de les avoir lus. Peut-être qu'à la fin du vlog, après avoir digéré un petit peu mieux tout ce qui s'est passé dans ce livre, je vous en dirai un avis un peu plus définitif. Mais j'ai beaucoup aimé Le cœur cousu de Carole Martinez, je vous le recommande évidemment, mais sachez qu'il y a des trucs qui sont pas faciles à lire. Voilà. J'ai commencé Laissez-moi de Marcel Sauvageau. J'ai pas le livre là parce que je le lis en numérique. Et voilà, c'est un court récit, je crois que ça fait moins de 100 pages, donc je devrais le lire très vite. Je vous ferai un petit point sur Laissez-moi et ensuite on passera au 4e et dernier livre. J'espère que cette vidéo vous plaît toujours. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me bye. Coucou, nous sommes lundi 3 février au soir. Je vous reprends pour vous parler brièvement de Laissez-moi de Marcel Sauvageau, qui est un texte très bref lui-même, donc j'aurais pas énormément de choses à en dire. Je l'ai fini ce week-end. C'était une bonne lecture, donc je l'ai lu comme je vous l'ai dit en format numérique, je l'ai lu grâce à Nextory. Et d'ailleurs si vous voulez tester cette plateforme qui permet de lire des livres numériques et d'écouter des livres audio, vous avez grâce au lien qui est dans la description 45 jours offerts. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Pour revenir à Laissez-moi de Marcel Sauvageau, c'est un texte rédigé par une femme, donc c'est un texte largement autobiographique, qui est malade et qui est dans un sanatorium. C'est un texte un peu hybride entre la lettre et le journal intime, puisqu'elle adresse une lettre, ou plutôt écrit à un homme dont elle est amoureuse et dont elle apprend qu'il va se marier avec une autre femme. À travers ce texte qui est adressé à cet homme, mais qui a pour vocation de ne jamais lui parvenir, puisqu'elle fait la fin de l'histoire, c'est ce laissez-moi, elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui, en tout cas pas tant qu'elle a encore des sentiments pour lui. C'est tout ce paradoxe de la fin des relations qu'elle exprime très bien, puisque tant qu'on est amoureux, on ne veut pas être ami avec la personne qui vient de nous quitter, qui vient de rompre avec nous. Et quand on pourrait être ami avec cette personne, c'est-à-dire quand les sentiments s'estompent, finalement il y a plus grand intérêt à être ami avec cette personne, puisque ce qui liait les 2 personnes c'était l'amour, non l'amitié. C'est un texte que j'ai trouvé assez fort, très intelligent, très juste sur la manière dont on reçoit la rupture amoureuse, on reçoit le désamour, la manière aussi dont on le surmonte, puisqu'en fait dans ce texte, dans cette lettre inadressée, Marcel Sauvageau, sa narratrice, dépasse la rupture. Donc en fait on la voit, on voit comment cette femme passe à autre chose progressivement. C'est un texte honnêtement que j'aurais bien aimé lire quand j'ai vécu des ruptures, parce que c'est un texte qui fait du bien à ce niveau-là. Enfin, on voit l'espoir et la manière dont on peut s'en sortir ensuite à travers l'histoire de cette femme. Maintenant, je vais dire, j'ai eu un peu de mal, j'ai eu carrément du mal en fait à rentrer dans le texte. J'ai trouvé que le style était un peu compliqué. Et je comprenais pas toujours exactement ce que la narratrice voulait dire. Donc voilà, ça c'est un peu le point négatif pour moi. C'est un texte qui m'a pas touchée autant qu'il l'aurait pu. Et je dirais qu'il m'a touchée peut-être rationnellement. En y réfléchissant, je me suis dit ah oui, ça c'est intéressant, ça c'est important, c'est vrai que ça c'est... il y a quelque chose de très logique et rationnel dans ce texte qui est assez agréable, mais ça m'a pas du tout pris du point de vue des sentiments. Je pense que j'aurais voulu avoir un peu plus. Il m'en aurait fallu un peu plus. Après voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis sur ce texte parce qu'il est vraiment très court et il est assez agréable à lire. Ce que je soulignerais, les points forts pour moi, c'est vraiment l'analyse psychologique très fine, la lucidité sur soi et sur les autres, la déconstruction des mécanismes de l'amour et aussi ce qu'il y a de beau dans l'amour, ce qui résiste à ça. Il y a une vision très... avec beaucoup de recul en fait, beaucoup de recul, de lucidité, de conscientisation des relations, de sa propre psychologie, tout ça. C'est assez beau et assez bien écrit, j'ai surligné vraiment beaucoup de passages, je trouve qu'il y a des phrases très fortes. C'est un texte qui réussit quand même à être percutant, à être vraiment un texte bref, c'est-à-dire pas seulement un texte court, mais un texte aussi marquant. Donc voilà, il y a beaucoup de points positifs, je pense que je le relirai dans d'autres conditions, c'est-à-dire que là je l'ai lu quand même entre des gros romans très palpitants, je sais pas, il y avait juste un goût de pas assez qui m'est resté.
mais je reconnais vraiment les qualités littéraires de ce texte et honnêtement je vous le conseille. C'est un texte qui a été publié, j'ai pas précisé, dans les années 30, en 1933 ou 34 je crois, juste avant la mort de l'autrice. C'est son seul texte. Elle est morte d'une maladie pulmonaire, hein, comme son héroïne dans ce roman qui est, comme je vous l'ai dit, largement autobiographique. Je pense qu'il m'aurait fallu aussi plus de contextualisation, enfin je sais pas, elle est dans ce sanatorium, il y avait tellement de choses à faire avec ça, mais c'était juste pas le projet de l'autrice aussi, parce qu'à un moment elle commence à parler des malades et de cette vie à cet endroit-là, la vie qu'elle mène, et j'ai trouvé que c'était très très bien, très exaltant, très prenant, et j'en aurais voulu un peu plus je pense. Mais voilà, pour mon avis sur Laissez-moi de Marcel Sauvageau, qui a quand même été une bonne lecture. Et j'ai commencé depuis La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas, que j'ai ici tout protégé par une pochette à livre parce qu'il est assez fragile et abîmé. Mon copain est allé me le chercher à la bibliothèque. C'est pas la plus belle édition qui soit, vous l'aurez vu sur le plan précédent je pense, mais ça fait l'affaire. En plus dans cette édition il y a la pièce de théâtre adaptée du roman, donc je la lirai sans doute, mais je pense pas que je la lirai pendant ce vlog qui dure déjà depuis un petit moment quand même. Donc voilà, j'ai commencé La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas, j'ai bien commencé, j'ai lu une 50aine de pages, mais je vous réserve mon avis pour plus tard. Et on se voit donc très vite dans un prochain plan. Hello, on se retrouve pour un point final sur ces meilleures lectures de l'année 2024 que j'ai pu lire. Et je vous fais mon petit point sur La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas. Donc j'ai fini La Dame aux camélias cette semaine, je dirais mercredi ou jeudi, quelque chose comme ça. Oui, ce vlog dure depuis un mois, mais honnêtement c'est un petit peu mon rythme de lecture, un livre par semaine. J'ai un peu du mal, enfin j'ai pas trop le temps de lire plus. Mais c'était des très bonnes lectures et je suis vraiment trop contente de cette vidéo. Donc j'ai fini La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas. Je serais super curieuse d'avoir votre avis sur ce texte, vraiment. De mon côté, ça a été une lecture un petit peu mitigée. Si j'avais fait un point juste après l'avoir fini, je pense que je vous aurais dit que je suis super déçue. Mais là, en laissant passer quelques jours, c'est pas mal parce que j'ai quand même un bon souvenir... En mode c'était il y a super longtemps. J'ai un bon souvenir de cette lecture dans le sens où j'ai passé un bon moment à la lire. En tout cas ça c'est sûr que j'ai bien aimé lire ce texte qui est pas très long, qui fait 200-250 pages. Et franchement je l'ai lu assez vite et ça se lit très très bien. Ma déception elle vient du fait que j'en attendais beaucoup plus, je pense, parce que c'est quand même un classique. La Dame aux camélias c'est un texte qui est très 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 connu. Et à chaque fois que j'en ai entendu parler par des gens, c'était de manière très positive. Comme je vous le disais, il y a la pièce de théâtre qui est éditée dans ce texte parce que ça a été aussi adapté en pièce de théâtre. Ça a eu un grand succès sous forme théâtrale. Je crois qu'il y a également un opéra, il y a eu des films au XXe siècle. Enfin, c'est marrant parce qu'ils ont mis un texte, ils ont mis en préface un texte d'Alexandre Dumas qui parlait de Manon Lescaut. Enfin, c'est très 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 bizarre cette élection. Un texte où il parle de Manon Lescaut et il remplace par La Dame aux camélias comme s'il parlait de La Dame aux camélias. Donc je sais pas quelle importance il faut donner à cette phrase, mais la première phrase du texte de Dumas, de la préface, c'est « Lorsque j'ai écrit cette histoire en quelques jours, je ne me doutais pas que j'allais laisser un chef-d'œuvre. » Tout simplement. La Dame aux camélias, c'est une histoire d'amour, entre un jeune homme et une courtisane, et c'est pour Dumas un petit peu la réécriture de Manon Lescaut au XIXe siècle. Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, qui est un texte du XVIIIe siècle. Il essaye de montrer les conditions d'existence des courtisanes au XVIIIe siècle à travers une histoire très singulière et particulière. Et d'ailleurs il dit à la fin, et je trouve ça très juste et très très bien, il dit à la fin, la dernière phrase du texte, ça vous spoile pas, hein, « Je ne suis pas l'apôtre du vice, mais je me ferai l'écho du malheur noble partout où je l'entendrai prier. L'histoire de Marguerite est une exception, je le répète, mais si c'eût été une généralité, ce n'eût pas été la peine de l'écrire. » Ce que je trouve très intelligent. Et le dispositif narratif, c'est un point sur lequel je veux revenir parce que c'est à la fois ce que je trouve pertinent et ce qui me gêne. Pourquoi? Parce que je le trouve très intéressant. C'est un petit peu un roman typique du 19e siècle dans la mesure où il y a un récit enchâssé. On a le narrateur principal qui est l'auteur, qui est clairement l'auteur, et qui se défend, donc comme vous le voyez un petit peu avec cette phrase finale, qui essaye de se défendre un petit peu des critiques qu'on pourrait adresser à son histoire parce que il parle des courtisanes en termes en fait plein de pitié et d'empathie pour la condition de ces femmes qui est très précaire et très délicate. Et donc il essaie de se défendre un petit peu des accusations d'immoralité qu'on pourrait porter à l'encontre de son récit. Il y a donc ce narrateur principal,
Et on a un récit enchâssé, donc ensuite il va rencontrer Armand Duval qui va raconter son histoire avec Marguerite, la courtisane, qui est la dame aux camélias. D'ailleurs j'aurais beaucoup aimé que cet aspect dame aux camélias soit plus creusé en fait. On sait juste qu'elle porte un bouquet de camélias au théâtre. Et que des fois il est blanc, des fois il est rouge. Je trouve ça un peu léger. Je pense qu'il y aurait eu quelque chose de super intéressant à faire avec cette image de la dame aux camélias, soit. Et pourquoi est-ce que je trouve ça à la fois intéressant et à la fois problématique? Intéressant parce que bon, le récit enchâssé est intéressant et qu'en plus, je trouve très original l'entrée en matière parce que les premières pages, le narrateur, l'auteur-narrateur, se promène et il voit une vente aux enchères et c'est là qu'il commence à s'intéresser à Marguerite parce qu'il apprend que c'est la vente des meubles de Marguerite Gauthier qui vient de mourir. Donc au moment où on entre dans l'histoire, on connaît la fin de l'histoire, on sait qu'elle meurt, tout ça. Et petit à petit, il commence à en apprendre un peu plus sur elle et sa vie se retrouve un peu mêlée à cette histoire de manière un petit peu particulière. Et il rencontre Armand Duval qui a été l'amant de Marguerite. Et en fait, on voit tout le temps Marguerite et cette histoire à travers le point de vue d'Armand. Et bah voilà, c'est ça qui me gêne. Parce que du coup c'est encore un regard masculin porté sur la condition des femmes qui en fait est pas si subtil. Il y a plein de choses très subtiles dans la psychologie, l'analyse des sentiments, tout ça. Mais vous voyez, ça me fait un peu le même effet que La confession d'un enfant du siècle de Musset, c'est sympa, mais au bout d'un moment, c'est un homme qui pleure et qui se plaint pour des choses... franchement, c'est même pas que je trouve pas ça important, mais qui sont un peu gênantes parce que c'est ouin ouin, quand même, elle a appartenu à d'autres hommes, il y a d'autres hommes qui la courtisent. Enfin oui, c'est une courtisane. Et en fait, il y a que ce truc de possession au début, et c'est vraiment chouiné pour ça, quoi. Donc je trouve que la première partie du récit est un peu longue à se mettre en place, que ce soit donc pour arriver au récit enchâssé, franchement c'est assez long. Et dans ce récit enchâssé, au début, la posture d'Armand vis-à-vis de Marguerite est celle-ci, un truc très possessif qui me gêne un peu. Et dans la deuxième partie, Armand évolue, on voit qu'il a évolué dans sa relation avec Marguerite, qu'il la perçoit différemment. Les enjeux en fait de leur amour et de leur relation deviennent très différents. Et c'est plein d'espoir, et c'est plein d'amour, et c'est vraiment de l'amour à ce moment-là, quoi, entre ces deux personnages, et ça c'est très beau. Donc ça, à partir de ce moment-là, je trouve que ça prend beaucoup plus d'ampleur. Le texte prend beaucoup plus d'ampleur, sans aucun doute. Donc à partir d'un certain moment, on rentre vraiment dedans, je vois des enjeux qui m'appellent plus, et c'est très beau, et le mieux, le top, c'est à la fin, parce qu'à la fin, on a les lettres de Marguerite. Et donc c'est Marguerite qui parle. Et honnêtement, Dumas, alors je crois qu'Alexandre Dumas est assez misogyne, c'est le fils, c'est pas le père, mais je trouve qu'il a très bien écrit le personnage de Marguerite à travers ses lettres. On y croit complètement et ça m'a... Franchement, la fin, j'ai vraiment pleuré. Mais ça, il faut... Okay, quand je dis que j'ai pleuré pour un livre, il faut pas le prendre comme un marqueur très important, parce que je pleure très souvent en lisant des livres. Vraiment, je pleure souvent dans la fiction, que ce soit des livres, des films, tout. Donc ça veut pas dire que ça va vous faire pleurer, mais j'ai trouvé ça très émouvant, ça m'a beaucoup plu. La dernière partie avec les lettres de Marguerite, c'est déchirant, c'est beau, c'est bien écrit. C'est un texte qui est très bien écrit dans l'ensemble, je l'ai pas précisé, mais voilà, c'est le cas. Donc voilà pour ce parcours de lecture de La Dame aux Camélias. Donc j'ai préféré la fin, j'ai préféré la seconde partie du récit et la fin, qui est très triste, très déchirante, et c'est vraiment une belle histoire d'amour, ce dont je n'étais pas vraiment sûre au début, en commençant. Donc au milieu du texte, pour moi, c'était une déception. Ce texte, j'étais vraiment très déçue. Et finalement, ça va. Finalement, je crois que j'ai plutôt bien aimé ce texte. Ce sera pas un de mes textes préférés. Ça va pas changer ma vie, mais je suis vraiment contente de l'avoir lu. Et si vous cherchez une belle histoire d'amour tragique, déchirante à lire, qui en plus met en évidence la condition des courtisanes et la difficulté d'être courtisane, voilà, c'est très très beau. Peut-être que ça m'amènera à lire Manon Lescaut, dont j'avais l'impression que j'allais pas du tout aimer ce texte. Enfin, je sais que je devais le lire en première et que je l'ai pas du tout fait, parce que au bout de quelques pages, j'avais trouvé ça un petit peu trop moralisant. En fait, au début de ce texte aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de très moralisant qui me plaît pas trop. Il y a une morale quasi religieuse, en fait. Moi, il dit quelque chose qui m'a un peu agacée, comme mais si on arrêtait de lire Voltaire, on se porterait mieux, des choses comme ça. Où je me suis dit, oula, on part dans quoi? Et finalement, c'est avant tout de l'empathie que le narrateur ressent et nous fait ressentir pour les courtisanes, et ça je trouve que c'est très bien, très important. Donc c'est une très belle histoire qui en plus est assez noble et louable de par ce qu'elle essaye de montrer,
Et je trouve que la dernière phrase que je vous ai lue là est très intelligente. C'est un texte qui est vraiment assez intelligent quoi. Moi j'accroche pas avec la première partie, ses enjeux et son dispositif narratif, mais c'est un texte qui est vraiment fin, intelligent, beau et qui je pense mérite sa réputation même si ça rentre pas dans mon panthéon des meilleures lectures. Voilà, c'est donc la fin de ce vlog où j'ai lu vos meilleures lectures. Petit bilan, je suis trop contente tout simplement. C'était vraiment trop chouette. J'ai découvert de très beaux textes. J'ai adoré découvrir À l'Ouest, rien de nouveau. J'en parlais hier avec une amie d'ailleurs et je trouve que c'est vraiment un texte très important, très fort et très beau lui aussi. Le cœur cousu, je pense que ça reste mon coup de cœur de ces 4 livres que j'ai lus. J'ai un peu moins accroché avec Marcel Sauvageau et Laissez-moi parce que c'est un texte qui est plus court, que je l'ai lu peut-être en numérique aussi, peut-être que ça a joué, mais peut-être que je le relirai. En tout cas, je trouve que c'est un texte très riche auquel il faudrait que j'accorde plus de temps, paradoxalement, même s'il est assez court. Et puis j'ai beaucoup aimé La Dame aux Camélias aussi. En fait, globalement, j'avais peur de connaître une déception à la fin de ces 4 lectures avec La Dame aux Camélias, mais finalement pas du tout. Donc je suis trop contente. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir de la filmer. Peut-être que je vais continuer à lire vos meilleures lectures de l'année 2024, mais que j'en ferai juste un point lecture. Parce que là, c'est vrai que du coup, ça s'étend quand même sur un mois, ce que je trouve pas déplaisant. Mais dites-moi si vous aimez bien ce format, si vous préférez un autre type de format. J'attends vos retours avec impatience comme d'habitude. Surtout, dites-moi si vous avez déjà lu un de ces livres et il n'est pas trop tard pour me donner votre meilleure lecture de l'année 2024 que je lirai donc peut-être. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous laisse ici. Je vous souhaite de faire de très belles lectures. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. En tout cas, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt.